Bonjour à tous, et on est ravis de vous accueillir ce soir pour ce séminaire dédié à l'agriculture urbaine à Bruxelles. Ce séminaire fait partie de notre semaine thématique du 18-19. Donc, vous connaissez 18-19, le service d'information pour les entreprises à Bruxelles. On fait plusieurs semaines thématiques sur l'année et celle-ci, on a vu pas mal de demandes sur la thématique, mais où et comment s'installer à Bruxelles. Et donc, on a une vingtaine d'ateliers sur la semaine. Certains sont déjà passés, mais un peu sur les types de lieux dans lesquels on peut s'installer, mais aussi le partage de lieux, les questions de bail ou de permis d'urbanisme. Donc, toutes les thématiques qui tournent autour de l'installation de son entreprise. Et ce soir, on a décidé donc de dédier cette soirée plutôt à l'agriculture urbaine. Et on a le plaisir d'accueillir Catherine de Zutereux et Antoine Gérard, et je vais les laisser se présenter eux-mêmes parce qu'ils feront ça beaucoup mieux que moi. Et on est là pour ça, donc je vais directement passer la parole à Catherine. Merci beaucoup. Voilà, bonsoir. Bonsoir aux courageux, courageuses du lundi soir. Alors, dans cette question qui nous occupe, donc de l'installation de l'agriculture urbaine à Bruxelles, je commencerai moi par ce qui est permis, donc la question des réglementations et des perspectives d'évolution. Alors, moi-même, donc, je suis juriste et urbaniste de formation. Et je travaille depuis une vingtaine d'années dans l'accompagnement de l'aménagement urbain. Et depuis 4 années, j'ai rejoint l'équipe du facilitateur bruxellois agriculture urbaine. Donc, j'accompagne en particulier ces différents projets. Alors, donc l'objectif de ma présentation, c'est de pouvoir donner des clés de compréhension de ce qu'il est autorisé par le biais des plans et des règlements. Et donc, ceci en particulier, la manière dont on a des restrictions par rapport à l'installation de l'agriculture urbaine en ville, parce qu'il y en a quand même, on ne peut pas installer cette fonction partout. Et puis, plus pratiquement, la manière de suivre les bonnes procédures. Et dans cette question de ce qui est permis, pas permis, j'indiquerai de manière très rapide là où on a des évolutions qui sont attendues à court moyen terme. Mais je commencerai donc par un tout petit contexte parce que cette question d'autorisation n'est pas facile. Et donc, je contextualiserai d'abord par des cas pratiques. Donc, l'agriculture à Bruxelles, mais finalement, au terme de quelques années, on arrive à ce recensement qui est peut-être incomplet encore, parce que c'est une fonction qui continue à évoluer de 42 producteurs urbains, donc qui sont assez variés entre des maraîchers, des producteurs de pleine terre ou hors sol, et puis même des élevages en ville, avec 2 élevages ovins. Et donc, on a à la fois une diversité de producteurs urbains, mais aussi une diversité de types d'espaces qui sont occupés. Donc, on dénombre 20 hectares, donc qui occupent environ 80 personnes. Et donc, comme je le disais, ces types d'espaces sont très, très variables, depuis la pleine terre, de petites surfaces ou de moyennes ou plus grandes surfaces, avec ce que la ville nous offre comme surface disponible. Et puis aussi donc des producteurs qui s'installent en toiture ou en cave. Et donc, pour en venir à cette question de ce qui est autorisé, vous vous en doutez, les autorisations sont bien évidemment tout à fait différentes en fonction de ces différentes typologies d'agriculture et typologies d'espace. Et puis, pour indiquer aussi des degrés de complexité supplémentaires par rapport à cette question de ce que l'on peut installer ou comment, les autorisations ne sont pas les mêmes quand le projet, qu'il soit à pleine terre, hors sol ou en fonction de ce que l'on produit, est porté. Et alors là, donc on a par un producteur professionnel, par une association, par un collectif de citoyens. Et puis, il y a aussi des autorisations différentes quand on a de la production ou bien d'autres
d'autres activités associées, donc la transformation directement liée à la production, la distribution, et aussi le cas de figure d'animation, de formation qui rentre quand même souvent en compte dans les projets d'agriculture urbaine. Donc ici, je rentrerai très rapidement dans 3 cas de figure qui sont tout à fait différents, qui permettent vraiment de se poser cette question possible, pas possible. Le cas le plus facile, c'est quand on a un quartier qui est en configuration complète. Donc ici, on a un plan d'aménagement directeur. Pour ceux qui ont une bonne connaissance de Bruxelles, donc on est ici le long de la ligne du chemin de fer avec la gare de l'Ouest et Bécante, où on a donc tout un nouveau quartier de ville qui va s'installer. Et donc c'est, je dirais, la configuration où le champ des possibles est peut-être le plus large. Deuxième configuration, donc on a ici un cas avec, donc si vous voyez ma souris, des bâtiments qui viennent s'installer le long d'une rue et puis toute une parcelle qui, dans le cas présent ici, était une parcelle industrielle et où on a ici dans cette hypothèse donc un espace qui vient s'insérer donc en fond de parcelle, un jardin commun. Et donc ici, on a pas mal de possibilités pour intégrer cette fonction, mais avec déjà un petit peu plus de restrictions. Et puis, le troisième cas de figure, c'est le cas de la toiture. Et donc ça, c'est, vous vous en doutez, donc le cas le plus complexe et qui pose le plus de questions. Donc, première recommandation fondamentale, c'est le fait d'avoir réellement une réflexion au cas par cas et de ne pas chercher à une réponse uniforme et donc l'extrapolation d'une solution pour un cas de figure à un autre cas de figure. Et donc c'est le cas dans la plupart des projets, hein, que ce soit d'aménagement de logements ou de bureaux, mais par rapport à l'agriculture urbaine, c'est d'autant plus important. Donc, vraiment en lien avec cette multitude de formes que l'on trouve derrière cette appellation. Alors, par rapport à la réglementation en elle-même, donc je ferai quand même un tout petit focus sur l'aspect cadre stratégique et réglementaire. Tout d'abord, en ouvrant cette question du cadre réglementaire en lui-même et en montrant donc par cette ligne du temps ici le fait qu'on a des réglementations qui précèdent de pas mal d'années le retour de ces projets agricoles et puis que l'on est à ce jour dans une nouvelle phase de modification réglementaire. Donc c'est la raison pour laquelle il y a vraiment à chaque fois ce petit lien vers les réglementations futures à avoir. Et donc on a, contrairement à d'autres fonctions en ville, deux évolutions qui sont parallèles et non pas des plans et des règlements qui ont été conçus dans cette connaissance donc, de cette fonction. Alors, je vois qu'ici que je n'arrive plus à avancer, donc je dois avoir un blocage dans mon ordinateur et je ne sais pas comment résoudre ça. Est-ce qu'il y a moyen peut-être d'arrêter le partage et de recommencer le partage? Est-ce que... Oui, pardon. Attends, parce que j'étais en ligne. Je départage et je repartage. Tu penses que c'est coincé? Oui, ouais, ça m'arrive parfois. Hop, je fais ça. Montrer mon écran, peut-être pas. Je vais essayer, c'est Antoine. Non, hop.
Voilà. Et voilà. Voilà. Ah oui, ça marche. Oui. Mais oui, et j'espère que ça va pas arriver trop souvent, et désolée pour les petites interruptions que nous offre ce plaisir des présentations virtuelles. Donc, j'indiquais donc ce décalage entre le développement de l'agriculture urbaine et les plans et règlements. Ce décalage est bien connu, a été bien pris en charge dans tout ce qui est des documents cadres de politique stratégique, et puis petit à petit au sein des différentes réglementations. Mais donc, ce sont des réglementations qui continuent à être adaptées et révisées. Et donc, on a, je dirais, une certaine fragilité dans la compréhension de la réglementation existante, puisque c'est la réglementation, donc en particulier le règlement régional d'urbanisme et le plan régional d'affectation du sol en vigueur actuellement, qui reste applicable pour l'agriculture urbaine comme pour tout projet. Et en ce qui concerne l'agriculture, eh bien, ces plans et règlements ne comprennent pas cette notion. Et donc, il y a réellement un travail d'interprétation à avoir. Et donc, on n'a pas notamment les glossaires, qui permettent de bien comprendre ce que l'on entend quand on lit une prescription. Et donc ça s'explique bien évidemment par ce caractère réémergent de cette fonction. Et puis, autre difficulté qu'on a pu observer petit à petit depuis les nombreux projets qu'on a déjà pu accompagner avec le facilitateur, c'est qu'il existe trop souvent des textes réglementaires qui ne sont pas directement adaptés à cette fonction, et où on a finalement des inadéquations, des hésitations et une interprétation qui doit se faire, qui rend finalement cette procédure d'autorisation relativement inconfortable. Et donc ici, une question qui nous occupe en particulier est celle de l'agriculture urbaine dans les zones vertes, qui fait actuellement débat au niveau de la région, donc entre Bruxelles Environnement et la direction de l'urbanisme. Alors, un focus que l'on garde toujours en tête et qu'on souhaite réellement partager avec vous, c'est le fait que dans cette perspective d'intégration de cette nouvelle fonction en ville, il y a des objectifs à avoir en tête, et voir la manière dont on peut articuler au mieux une agriculture urbaine au profit des habitants avec le logement, donc les habitants et l'habitat. Le fait de voir la manière dont on peut reconsidérer l'agriculture comme une activité économique, et donc voir là où on a agriculture et espace productif dans tous les sens du terme. Et puis, la troisième élément à garder en ligne de mire, c'est voir la manière dont l'agriculture urbaine peut réellement contribuer à une renaturation, une amélioration de la biodiversité en ville. Et donc, ceci, c'est vraiment trois perspectives qui sont dans les fondements de la stratégie Good Food, qui est la stratégie qui promeut, qui soutient leur déploiement de cette activité en ville, mais qui fait aussi des liens et donc des interactions assez fortes avec énormément de plans et stratégies que portent les administrations, et en particulier de l'environnement, mais aussi finalement plus largement de l'aménagement du territoire. Voilà, donc c'était une petite introduction pour réellement insister sur le caractère complexe de ces questions d'autorisation, pour rentrer ensuite dans le vif du sujet, et donc de pouvoir décortiquer avec nos règles
du droit civil, de l'urbanisme et de l'environnement, ce que nous avons actuellement comme état de la question et des différentes interprétations. Et donc ici, ce que je vous proposerais, c'est vraiment de fonctionner par point d'attention ben, à interpréter, à reprendre par rapport à vos projets, bien sûr. Donc tout n'est pas important pour vous, mais donc d'avoir vraiment cette gradation de questions à poser. Et donc les premières questions sont liées aux aspects civils, avec donc ici en particulier les projets qui s'intègrent dans ou sur du bâti. Alors ici, on a l'image d'un bâtiment en mitoyenneté, mais ces règles s'appliquent aussi quand on a d'autres types de configurations. Et donc ici, ben, ça concerne des projets professionnels, mais aussi, et je dirais peut-être en particulier là où on a des potagers en autoproduction, type potagers collectifs qui sont réservés à un groupe de riverains. Et alors ici, ce qui est important, c'est qu'on a bien évidemment les potagers, mais on a aussi d'autres projets de production et notamment les poulaillers, et ils peuvent s'intégrer, ben, je le disais, dans le bâti, sur la toiture ou bien dans les espaces de cours ou de jardins partagés. Et donc ici, la règle principale, c'est le fait de s'en référer à l'accord de l'Assemblée générale et de pouvoir regarder le règlement de copropriété et voir la manière dont ce règlement rend ce type de projet totalement incompatible, potentiellement possible, ou finalement, pourquoi pas, le prévoirait aussi. Et donc ici, c'est plutôt l'ordre d'un conseil à ce moment-là, c'est qu'au-delà d'un règlement de copropriété, un règlement d'ordre intérieur est très certainement une plus-value, justement pour pouvoir régler ces questions de bon dialogue donc, entre les voisins. Alors ici, on est aussi dans une règle de dialogue et de bonnes relations de voisinage. Ça concerne plus ou moins les mêmes types de projets, hein, donc on vise aussi plutôt la ville compacte. Et donc là, ici, l'objectif, c'est réellement de respecter la privacité, donc le respect donc des vues que l'on peut avoir d'une propriété à une autre. Et donc ici, il y a la règle de nouveau, hein, de l'accord à avoir d'un voisin vers un autre, et puis aussi des distances minimales qui varient selon que les vues sont droites ou obliques, selon qu'il s'agit de vues directes ou bien uniquement des apports de lumière. Et donc, c'est probablement des éléments que vous avez en mémoire, mais dans ces projets, on peut réellement avoir des frictions qui viennent de ces relations de voisinage, mais aussi peut-être de la peur que l'on peut avoir par rapport à cette fonction, ben, qui est finalement encore neuve et inhabituelle en ville. Et puis au niveau civil, on a un troisième type de règle qui concerne la servitude de passage. Alors ici, c'est un autre cas de figure, c'est là où vous visez un terrain à développer pour de la production alimentaire qui est enclavé et donc qui vous oblige à passer sur une propriété voisine. Alors ici, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des types de démarches qui doivent être actées devant notaire. Donc, on a un acte notarié pour confirmer donc ces servitudes de passage. Et puis, il y a une indemnisation du passage qui est prévue. Donc ça, c'est une indemnisation de nouveau, hein, entre propriétaires concernés qui peut être réduite à l'euro symbolique ou éventuellement plus importante. Et donc, c'est l'indemnisation du simple fait de passer ou alors même la prise en charge des frais de création et d'entretien. Et donc, pourquoi je présente ces éléments en premier? C'est parce que
ce sont des éléments qui demandent réellement des négociations entre propriétaires et donc qui, pour moi, doivent réellement être menés le plus en amont possible. Ça facilite réellement le bon dialogue et les facilités de projet. Et alors, toujours dans les aspects civils, une petite règle qui se trouve dans le code rural qui ne date pas d'hier. Hein. C'est un document qui a près de 200 ans, mais il y a dans le code rural des réglementations par rapport aux distances qu'il faut prévoir quand on plante à proximité de la limite mitoyenne. Et donc, cette distance, c'est quand même de 2 mètres pour les arbres à haute tige, et puis de 50 centimètres pour tout ce qui est plus petite plantation. Donc ça, c'est beaucoup plus facile, mais c'est vrai que 2 mètres, bon, ça permet quand même de réduire, je dirais, le champ des possibles. Et alors, si vous avez déjà des plantations sur un site sur lequel vous souhaitez développer un projet, sachez qu'il y a une prescription après 30 ans. Donc voilà, il y a au moins pas devoir régulariser des interventions plus anciennes. Voilà, donc après ces aspects civils, je rentrerai un petit peu plus précisément dans le droit de l'urbanisme. Donc, je l'ai déjà indiqué, hein, c'est le PRAS, donc le plan régional d'affectation du sol, qui est réellement le premier outil à examiner avec attention. Nous n'avons pas de définition d'agriculture urbaine dans le PRAS, donc on doit assimiler cette fonction à d'autres activités, donc ça j'y reviendrai par après. Alors, pourquoi à regarder en premier? Eh bien, c'est parce qu'il a force obligatoire et valeur réglementaire. Et dans la hiérarchie des normes urbanistiques, c'est lui qui est tout à fait au sommet. Et alors, dans le PRAS, il y a bien un aller-retour à avoir entre les prescriptions qui sont générales, donc applicables à l'ensemble des zones, et puis après les prescriptions particulières par zone. Alors, au-delà de la couche du plan régional d'affectation du sol, il y a aussi pour certaines parties du territoire des plans particuliers d'affectation du sol. Donc, si vous voyez ici sur la carte les différentes petites taches bleues, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de parties de la région qui sont couvertes par ce type de plan. Et donc là, s'il y a un conseil à retenir par rapport au PPAS, je dirais, c'est de bien en revenir à l'objectif qui a sous-tendu l'aménagement du plan, et alors après, dans un deuxième temps, effectivement, de faire ce travail d'analyse interprétative par rapport à l'agriculture urbaine, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de PPS qui ont été adoptés récemment et donc qui prévoiraient directement cette fonction. Donc ici, pour en revenir au PRAS, hein, et donc par rapport à cette interprétation, pour tout ce qui est projet professionnel, à ce moment-là, on peut, de manière la plus logique, la comprendre comme une activité productive. Et alors là, donc, activité productive est définie dans le glossaire du PRAS, et donc ça peut être activité artisanale, de haute technologie ou industrielle, donc qui répond aux différents projets qui se développent en ville dans cette fonction. Et donc là, ce qu'il faut retenir au niveau d'activité productive, c'est qu'elle est limitée dans certaines zones, et notamment les zones qui cherchent à préserver l'habitation en particulier. Et donc, on a pour les zones d'habitation, donc là où cette fonction est la plus protégée, un seuil qui est de 250 mètres carrés par immeuble. Donc là, on est dans quelque chose qui est vraiment très restrictif. Et donc ici, j'en viens tout de suite à la deuxième interprétation. L'agriculture urbaine peut être une activité qui est productive, mais elle peut aussi être entendue comme un équipement d'intérêt collectif et de service public à partir du moment où le projet d'agriculture urbaine comprend une facette qui est celui de la sensibilisation, formation, pédagogie. Donc dans la définition de votre projet, c'est important de savoir si ce qui est produit a pure vocation économique commerciale ou bien s'il y a cette vocation mixte de produire, mais aussi de sensibiliser, former, informer.
Et donc là, au niveau du PRAS, on a une prescription générale qui prévoit que la fonction d'équipement peut être admise dans toutes les zones. Alors, il y a des conditions, bien évidemment, mais donc on a vraiment cette volonté de la région de favoriser ces équipements. Et alors, dans la définition du projet de nouveau, il faut bien s'en référer à ce qui est principal et à ce qui est accessoire dans le projet que vous développez. Voilà. Et puis, le troisième parallélisme que l'on peut faire, c'est de considérer un projet d'agriculture, non pas finalement dans sa vocation de produire et de nourrir la population, les habitants, mais dans celui donc, que j'indiquais, hein, de redonner une place à la nature en ville. Donc ici, c'est l'exemple du jardin essentiel à forêt qui a vraiment cette visée écologique qui est très forte, tout autant que la vocation sociale et conviviale, mais où cette question d'écologie a sa place importante. Donc, ici, c'est finalement comme pour les équipements où on a un plan, un PRAS qui incite, qui favorise la réalisation d'espaces verts dans toutes les zones. Donc, voir la manière dont un projet peut avoir vraiment cette vocation de nature, par exemple, à vocation expérimentale. Alors, dans le droit de l'urbanisme, il faut aussi faire attention aux sites qui ont une mesure légale en vue de préserver la qualité, le patrimoine. Alors ici, c'est autant entendu comme patrimoine naturel, hein, donc avec les classements en site Natura 2000 ou réserve naturelle, que le patrimoine bâti, donc avec les biens qui peuvent être classés, inscrits sur la liste de sauvegarde ou même repris à l'inventaire ou enregistrés. Donc ici, ce n'est possiblement pas bloquant, quoique avec les classements, je dirais patrimoine naturel en particulier, il y a des possibilités de freins, et en tout cas pour certaines formes d'agriculture urbaine. Mais en tout cas, c'est un point d'attention et ça demande de faire appel aux spécialistes et aux bons conseils avant d'aller trop loin dans le développement d'un projet. Alors, donc 2 petites secondes. Le deuxième document structurant, c'est le règlement régional d'urbanisme. Donc ici, c'est plus un règlement qui encadre. Il a aussi force obligatoire et valeur réglementaire, mais il n'est pas restrictif, je dirais. Et donc, il encadre les conditions d'aménagement et de transformation. Et donc, ceci, c'est à l'échelle de la parcelle à ce moment-là, et donc que cette parcelle soit bâtie ou non bâtie. Et donc, pourquoi ce RRU n'est pas bloquant? C'est parce qu'il y a des dérogations qui sont toujours possibles. Alors, il faut justifier ces dérogations, donc il faut développer les motivations. Ça implique de consulter les riverains, donc c'est les mesures particulières de publicité, mais en tout cas, il y a moyen de lever des potentielles restrictions. Alors ici, je ne rentrerai pas dans le détail, mais s'il y a des questions par après, je peux y revenir. Il y a 4 titres qui sont en particulier concernés, donc où ces questions d'intégration de l'agriculture demandent à lire donc cette partie du règlement. Avec ici juste un petit focus sur le titre premier, donc qui détaille les règles relatives aux caractéristiques des constructions et de leurs abords, avec notamment des règles en ce qui concerne les profondeurs et les aménagements qu'il est possible de faire en zone de cours et jardin, parce qu'il y a dans ce règlement cette volonté
de maintenir la perméabilité des sols, ce qui, bien évidemment, contraint les possibilités de construction donc sur ces espaces non bâtis. Et donc ici, j'indiquais que ces documents sont en cours de révision. On a eu une première mouture de réforme de règlement régional d'urbanisme, réforme qui est en cours actuellement. Et il y a eu dans cette première réforme vraiment cette volonté de pouvoir favoriser les développements de projets et en particulier autoriser de manière plus facile, plus rapide aussi les projets qui se développent en toiture. Au niveau de l'urbanisme, le troisième degré, donc après avoir examiné ce qui était possible dans la planification et puis dans la réglementation, c'est de voir si, en fonction du projet et des installations donc, qui sont associées, donc voir si on a un permis d'urbanisme qui est demandé, donc qui est imposé. Donc là, on s'en réfère donc, pour tout acte des travaux à Bruxelles à l'article 98 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. J'attire l'attention sur le fait que selon le type de projet, il est possible qu'un permis soit nécessaire, mais qu'il soit aussi demandé d'y associer un rapport d'incidence. Et donc ça, c'est notamment le cas de forage pour l'approvisionnement en eau ou quand le projet concerne un terrain de plus de grande dimension, puisque c'est la dimension de 5000 m² pour les propriétés plantées qui constitue la limite donc, de cette nécessité d'un rapport d'incidence. Et puis, quand l'activité productive se développe au-delà de 1000 m² dans une zone de logement, ce rapport est aussi demandé. Donc là, on voit aussi la manière dont ces règles n'ont pas été formulées pour de l'agriculture urbaine au sens activité productive, au sens strict, je dirais, parce que 1000 m² d'activité productive, que ce soit par la plantation de plantes comestibles, c'est bien évidemment tout à fait différent que l'installation d'autres activités qui sont potentiellement plus nuisantes, polluantes. Et puis, idem par rapport aux équipements. Donc ça, c'est si on entend activité agricole urbaine comme production, comme équipement. Et puis, donc, ne pas oublier le fait que si un permis d'environnement est nécessaire, donc ça, je donnerai un petit mot par rapport à ça par après. En plus du permis d'urbanisme, on a un permis mixte qui est à introduire. Et si le projet touche en tout ou en partie à un bien classé, que ce soit un site naturel ou un bien bâti, alors à ce moment-là, on passe par la procédure de permis unique. Alors, dans cet examen des travaux soumis à un permis, on a aussi un arrêté dit de minime importance qui détermine les actes et travaux qui sont dispensés de permis ou alors qui font l'objet d'une procédure simplifiée, donc en faisant donc l'impasse sur certains avis qui sont demandés dans le cadre de la procédure et donc ce qui accélère, je dirais, la procédure. Voilà, je respire un petit coup. Et puis j'arrive au bout de ma présentation avec les aspects environnementaux. Donc j'indiquais le fait que un permis d'environnement peut être demandé pour certains types de projets d'agriculture urbaine. Donc il ne faut pas toujours un permis d'environnement quand on installe la production en ville, bien évidemment. L'objectif de ce permis, c'est bien évidemment d'encadrer l'impact sur l'environnement et environnement entendu autant dans son sens nature qu'environnement urbain.
Et donc ce permis et donc cette analyse que l'on a donc de cette incidence de l'activité concerne à la fois l'activité en tant que telle, et donc ça c'est quand on a des poules ou des moutons, c'est leur activité à eux, mais c'est aussi l'activité du travailleur, hein, avec potentiellement des machines motorisées. Et puis, ce permis encadre aussi des infrastructures ou certains produits qui seraient utilisés. Et donc, là, sans entrer dans les détails, il faut s'en référer à la liste des installations qu'on appelle installations classées. Hein, installation comprend réellement ce qui est activité, infrastructure, produit. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a différents types d'autorisation, donc de permis, en fonction de l'incidence estimée très, très légère. Et donc là, c'est le classe 3, hein, qui est une simple déclaration du demandeur versus incidences les plus importantes. Et donc ça, c'est les permis de classe 1B et très certainement, il n'y a pas ou quasi pas de projet qui irait vers ce type de permis-là. Voilà. Et donc pour terminer, donc au niveau de l'analyse, points d'attention environnementaux, c'est celui de la qualité du sol qui est particulièrement important pour ce type de fonction. Donc, vous le savez peut-être, donc on a un outil mis en place par Bruxelles Environnement depuis plusieurs années qui permet d'identifier, donc de faire l'inventaire de l'état du sol et des risques de pollution, hein, puisque voilà, on a une région qui a eu au fil des années, des siècles, une activité industrielle et donc pas mal de terrains qui portent dans leur sol des résidus de l'activité passée. Et donc ici, vous le voyez sur la carte, on a l'ensemble des petits pointillés là où le terrain est repris à l'inventaire. Et puis, c'est un inventaire qui se complète de manière permanente au fur et à mesure des demandes. On a encore, bien évidemment, pas mal de terrains qui ne disposent pas encore de l'information. Donc là, le conseil à formuler, c'est de faire cet examen de la qualité du sol avant d'engager, bien évidemment, toute plantation en pleine terre. Et donc ça, Bruxelles Environnement développe aussi pas mal d'outils par rapport à l'analyse de cette qualité du sol. Et donc ici, je reprends très, très rapidement les différentes catégories de l'inventaire de l'état du sol, en référant à l'expérience de Bruxelles Environnement, aux facilitateurs dédiés spécifiquement dans ces matières qui peuvent, de manière beaucoup plus précise que nous, au niveau facilitateur agriculture urbaine, vous appuyer dans ces questions. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Donc, ici, donc, pour en faire un tout petit résumé, en espérant que ça ne vous décourage pas, mais donc c'est vraiment le fait qu'on est dans un moment charnière où finalement la richesse et la diversité des projets a été plus rapide que la modification des plans et des règlements, et donc c'est souvent comme tel. Et on a, avec le nombre de projets qui se multiplient, d'autant plus de poids, je dirais, pour faire évoluer cette réglementation en faveur de cette fonction en ville. Mais dans l'intermédiaire, dont je le disais, hein, ces règlements gardent une force obligatoire, et donc il y a un examen à faire qui doit réellement se faire au cas par cas, et en ayant à la fois cette lecture de ce que nous disent les prescriptions,
mais aussi de faire cette lecture et analyse au regard du bon aménagement des lieux. Donc, de voir la manière dont on a des contraintes, mais aussi potentiellement une plus-value que peut apporter le projet par rapport à une situation existante. Voilà, donc ici, dans ma présentation qui sera disponible, vous avez différents liens pour aller plus loin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Si vous avez des questions, ben, c'est le moment, c'est l'instant. Vous pouvez les poser normalement par écrit ou lever la main. Effectivement, merci beaucoup, Catherine. C'était très complet. C'est vrai que ça fait un petit peu peur quand même. C'est beaucoup de réglementation et ça part un peu dans des directions différentes. Mais voilà, avec les contacts, avec encore la présentation derrière, il y a maintenant le guichet d'agriculture urbaine. Donc, il y a de l'aide qui existe. Donc, n'ayez pas peur de ça. Si vous avez un projet, il y a toujours des solutions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si pas, je vais laisser la parole à Antoine. Je ne vois pas de questions arriver. Si elle vient par la suite, n'hésitez pas, il sera toujours temps de les poser. Mais puisque je ne vois pas de questions maintenant, je vais passer la présentation et la main à Antoine. Je vais essayer en tout cas. Hop. Magnifique. Et je te remets le micro, d'accord? Voilà, super, je vois qu'on apprend à lire sur les lèvres hein, avec toute cette expérience. Voilà, donc peut-être, donc je me présente, je m'appelle Antoine Gérard, je travaille pour Terre en Vue depuis 2019 et je vais y revenir, je vais préciser un petit peu plus loin ce qu'est Terre en Vue. Je parlerai aussi un petit peu plus longuement de ce qu'est le guichet dont on vient de parler, le facilitateur agriculture urbaine, parce que je pense que c'est une ressource intéressante pour ceux qui nous écoutent. Alors, j'ai eu des gros soucis techniques, donc la mise en page est extrêmement minimaliste, mais c'est peut-être pas plus mal au final. Mais voilà, mes excuses s'il y a des petits couacs dans la présentation. Il s'agit en fait d'un atelier de recherche qu'on réalise 1 ou 2 fois par an avec tous les porteurs de projets agricoles pleine terre. Donc, on rassemble et on fait un appel assez large. Et je vous invite d'ailleurs déjà à suivre notre page Facebook de Terre en Vue si vous voulez recevoir les informations pour suivre ces ateliers qui sont plus approfondis, on va dire, que ce que nous verrons maintenant. En général, on fait ça vraiment sur une demi-journée, voire une journée entière. Donc ici, je vais un petit peu survoler les slides, mais je vous invite vraiment à reprendre contact avec le facilitateur agriculture urbaine si vous avez des projets en gestation. On ne veut pas vous effrayer. Donc, je vais démarrer par une petite introduction générale de la situation, cette fois-ci plutôt en Wallonie. J'ai un petit truc au milieu de mon écran. Hop. Je vais essayer d'enlever ça. J'espère que ça va. Oups. Non. Je voudrais masquer ceci. Comme ça. Non. Oui, voilà. Voilà, je le reprends. Donc, il y a quand même un petit morceau qui est resté. Bon, j'espère, je ne sais pas si vous voyez, mais ça ne me dérange pas. Donc, je reprends ici un petit peu la situation de l'agriculture en général, et donc dans l'autre région voisine qui est la Wallonie, où on constate une diminution drastique du nombre d'agriculteurs. Comme vous pouvez le voir ici en vert, les petites exploitations, a priori familiales de moins de 50 hectares, n'ont cessé de diminuer, de disparaître. En vérité depuis déjà les années 80-90, mais on voit ici entre 2000 qu'on est passé de 15 000 à un peu plus de 6 000 exploitations familiales de moins de 50 hectares, et que dans le même temps, les fermes, si on peut encore les appeler comme ça, mais on va dire les plus grandes exploitations, elles ont légèrement augmenté. Donc on assiste depuis 30-40 ans à une disparition des petites fermes à taille familiale au profit de l'agrandissement d'exploitations agricoles
donc plus mécanisée, moins intensive en main-d'œuvre, etc., etc. En termes de personnes actives dans le monde agricole, évidemment, on observe la même diminution. Donc, on est passé d'environ 32 000 actifs dans le monde agricole à aujourd'hui moins de 25 000. Et encore là, on est qu'en 2013. Mais donc voilà, on remarque que le secteur agricole continue d'être délaissé. Pour revenir à Bruxelles, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, on avait à l'époque, et Bruxelles ne s'est jamais nourrie de l'intérieur, hein, a priori, Bruxelles a toujours eu une petite ceinture alimentaire, voire une très grande ceinture alimentaire. Et en fait, dans la vallée de la Seine, qui va du sud-ouest au nord-est, hein, donc de Nerpé jusqu'à Aachen, en gros, on avait là le bassin de la Seine qui était extrêmement fertile, et c'est pas pour rien que Bruxelles s'y est installée. Et en bruxellaire, on appelait Burghausen ces agriculteurs, ces maraîchers, fruticulteurs également, petits éleveurs, etc., qui cultivaient ces terres et qui alimentaient Bruxelles en fruits et légumes, en acheminant toutes ces marchandises jusque dans les marchés de la ville. Et en 1975, on en comptait encore 2000. Donc, il y a vraiment un recensement qui a été fait à l'époque. Et enfin, il y avait encore vraiment une masse, quelque part, de maraîchers qui alimentaient Bruxelles directement. Aujourd'hui, si on regarde la région de Bruxelles-Capitale, il reste une quinzaine d'agriculteurs. Et force est de constater, quand on se promène à Nerpede ou à Aachen ou à Nederoverembeek, force est de constater qu'ils ne font pas du maraîchage, qu'ils n'alimentent pas spécialement les marchés locaux, et que donc en fait ce sont des agriculteurs qui petit à petit, par la force du marché, de la PAC, et on pourrait revenir sur toutes les raisons qui ont alimenté ça, mais ces agriculteurs sont détournés finalement du circuit court et de l'alimentation directe de la population bruxelloise. Dans ce contexte, on observe cependant, depuis les débuts des années 2000, vraiment une réémergence d'une agriculture urbaine. Donc on a de jeunes et de moins jeunes personnes qui cherchent des terrains pour commencer à produire justement à la façon des Burghausen, donc produire et directement écouler la production sur place. Tout ça dans un contexte d'une énorme pression foncière. Je ne vais pas vous donner les prix parce que ça fait justement très peur et surtout c'est très variable, mais les prix des terres agricoles à Bruxelles et en périphérie de Bruxelles sont complètement déconnectés de ce que vous en tirez un jour. Voilà, j'avais normalement ici quelques slides sur Terre en Vue, mais je veux vraiment aller très très vite, simplement pour que vous compreniez ce qu'est Terre en Vue. Donc, dans un contexte d'une diminution de 43 fermes par semaine depuis 1990, hein, si on prend la moyenne depuis 1990 à aujourd'hui, il y a 43 exploitations qui disparaissent par semaine. Dans un contexte où le prix du foncier augmente, où l'âge moyen des agriculteurs est de 55 ans et que seulement 20% d'entre eux ont un repreneur identifié, Terre en Vue a été créée. Terre en Vue, c'est une ASBL qui a été créée en 2011, une coopérative créée en 2012 et une fondation créée en 2015. Et la mission de Terre en Vue est de faciliter l'accès à la terre pour l'agriculture durable en Belgique. Alors, on a 3 modes d'action. Éventuellement, un propriétaire peut vendre son terrain à la coopérative Terre en Vue, qui peut ensuite la mettre en location à un agriculteur qui en aurait besoin. Et nous soutenons à ce moment-là uniquement, évidemment, des agriculteurs en agroécologie. Nous avons une série de critères, on y reviendra juste après. Terre en Vue fait également de l'intermédiation, c'est-à-dire qu'un propriétaire peut louer son terrain à la coopérative Terre en Vue, qui la loue ensuite à un agriculteur, ou encore plus simplement de la facilitation, où on soutient tout propriétaire qui voudrait louer son terrain à un agriculteur, avec du conseil juridique, avec l'organisation d'appels à projets, etc., etc. Donc voilà les 3 modes les modes d'action de Terre en Vue. Et alors, Terre en Vue, c'est avant tout un mouvement de citoyens. Donc, comment ça se passe? Imaginons l'agriculteur ici en bas à gauche. Voilà, c'est la ferme Marion. Un jour, cet agriculteur qui était locataire de terre voit que ces terres sont mises en vente et il n'a pas les sous pour racheter ces terres. Et donc, les terres risquent de partir à un autre agriculteur voisin. À ce moment-là, eh bien, Terre en Vue achète la terre
loue la terre à cet agriculteur avec un contrat de très longue durée, et ensuite va récupérer finalement cet investissement au travers d'une épargne citoyenne. Et donc, on va aller rencontrer les villageois des alentours, les urbains des villes urbaines les plus proches, et on va leur expliquer, on va les faire venir dans la ferme de Claudie Marion, et on va leur dire, écoutez, voilà, ce monsieur risque de perdre sa ferme, sauf si, ensemble, nous trouvons les ressources financières pour racheter la terre. Et donc, finalement, c'est de l'épargne citoyenne qui sert à acheter la terre. C'est une goutte d'eau dans l'océan, hein, on est bien conscient, parce que les prix du foncier continuent d'augmenter et Terre en Vue aujourd'hui n'a pu acheter qu'environ un peu plus de 100 hectares sur les 400 000 qu'il y a en Wallonie. Je passe ce slide qui montre quelques exemples. Je n'ai pas envie de m'étaler trop sur Terre en Vue. On va vraiment revenir ici sur Bruxelles. Alors, Terre en Vue a commencé à travailler à Bruxelles en 2016 et en 2017, cette carte-ci a été réalisée. Elle montre quelque part le potentiel des terres qui sont disponibles à Bruxelles, donc dans les frontières de la région de Bruxelles-Capitale, pour l'agriculture urbaine. Il y avait des scénarios pessimistes et optimistes. Il est plutôt intéressant de retenir le scénario pessimiste, malheureusement, mais on parle de 161 hectares qui sont vraiment disponibles pour de l'agriculture urbaine. Donc, on pourrait envisager d'avoir 161 hectares de terre sur lesquels voilà, du maraîchage et des activités nourricières et en circuit court sont réalisées. Depuis lors, donc depuis 2016, une fois qu'on a réalisé ce travail plutôt cartographique théorique, on a commencé à démarcher les propriétaires fonciers, les agriculteurs, et nous menons donc depuis lors des enquêtes, des petites études, terrain par terrain, en vue de débloquer des situations et d'installer des agriculteurs agroécologiques et nourriciers. Aujourd'hui, la situation est la suivante. Désolé pour ce slide très minimaliste, mais voilà, au cas où vous les connaîtriez. Plus récemment, voilà, il y en a d'autres. Hein. Donc, Catherine a montré une carte bien plus exhaustive tout à l'heure. Ici, on est vraiment sur des projets de pleine terre, de plus grande ampleur, qui se sont libérés depuis 2019. Donc, on a Anerped, Radical, Smala Farming et Yerba Buena, qui sont 3 projets qui sont vraiment installés côte à côte et qui forment un petit hub de production. On a les garçons maraîchers, les simples Jettoises et Courgettes, qui sont 3 autres projets qui sont installés, eux, à Jette également, côte à côte. Donc ça, c'est 2 dossiers finalement où Terre en Vue a pu identifier un propriétaire qui avait une terre qui était soit libre d'occupation, soit facilement libérable, et suite à quoi des appels à projets ont été lancés et des nimaculteurs, hein, des non issus du milieu agricole, ont pu se lancer. Nous avons également acheté 12 hectares à haut titre, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de cette acquisition-là. Et en parallèle, voilà pour vous donner un peu de baume au cœur, quelque part de l'espoir, il y a quand même beaucoup de négociations qui sont en cours en ce moment. Il y a encore beaucoup de terres agricoles à Nerped et nous travaillons vraiment là-bas en étroite collaboration avec la commune notamment et la région pour continuer à obtenir des terrains qui pourraient se libérer et sur lesquels pourraient s'installer des maraîchers. À Gansoren, c'est en passe d'aboutir et donc 1 hectare va bientôt être loué en amphithéose à Terre en Vue et un appel à projet va suivre cet automne. Et alors, on a encore des négociations à Uccle, à Nederovernbeek, sur le Hoogveld, à Overijs. On travaille également donc, dans la périphérie, on ne se limite pas forcément aux frontières. Donc, je vous invite vraiment, si vous nous écoutez et que vous avez vous-même des pistes quelque part, vous avez identifié un terrain, etc., prenez contact avec nous. On a cette expertise qui pourrait vous être utile de négociation avec les propriétaires, mais également d'analyse de tous ces freins dont Catherine a parlé juste avant, dont il faut tenir compte avant de se jeter corps et âme. Alors, j'avais envie de vous présenter rapidement quand même le facilitateur agriculture urbaine. Donc, je clique là et on verra si j'arrive sur le site. Je vous invite à aller sur le site qui s'appelle agricultureurbaine.brussels, qui résume finalement ce qu'est le facilitateur agriculture urbaine. Voilà, je ne vais pas en dire en fait beaucoup plus maintenant, mais ce qui est intéressant, c'est de montrer notre public
voilà, un de nos publics, c'est peut-être celui que vous représentez le plus aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs en agriculture urbaine. Voilà, et vous voyez qu'il y a toute une série de liens. On renvoie notamment vers d'autres acteurs de l'accompagnement. Il n'y a pas que le facilitateur. Donc, c'est vraiment une plateforme qui se veut extrêmement centrale pour renvoyer vers toutes les ressources existantes qui pourraient vous soutenir, quoi, hein. Et donc, typiquement, voilà, vous avez toute une série de fiches informations qui reprennent des modèles économiques, des informations techniques et des informations réglementaires, où vous retrouverez notamment une bonne partie de l'info qui a été résumée par Catherine il y a quelques minutes. Donc, voilà, je vous invite vraiment à aller sur ce site du facilitateur agriculture urbaine. Et pour votre information, c'est un marché public qui est lancé par la région et qui a été remporté dans un premier temps par un consortium. Ce sera peut-être d'autres consortiums par la suite. Aujourd'hui, c'est donc ERU, dont fait partie Catherine de Zutereux, Terre en Vue, dont je fais partie, mais également Group One Green et Green Surf, qui sont voilà, les membres de ce consortium. Voilà, je ferme cette parenthèse, mais je trouvais intéressant de le lire. Alors, je rentre un petit peu plus dans le concret. Donc, Terre en Vue a créé un syllabus en 5 modules que je peux mettre à votre disposition si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon numéro de téléphone et mon email sur le site web de Terre en Vue. Mais je vais maintenant vraiment rentrer dans le vif du sujet en présentant quelques outils et des démarches à entreprendre si vous avez maintenant l'envie de chercher un terrain. Alors, par où commencer? Donc, dans un premier temps, il faut définir ses critères de recherche. Et il y aura un petit slide là-dessus juste après. Mais une fois que vous avez défini vos critères, il n'y a pas de miracle. Vous devrez soit devenir propriétaire, soit devenir locataire, soit devenir sous-locataire, ou encore amphithéote, ou superficiaire, ou que sais-je. Mais il y a quelque chose qui va devoir se passer. Et donc, comment savoir si une terre est en vente ou si un propriétaire ou un locataire est prêt à louer ou sous-louer son bien? Eh bien, c'est l'information qui est la plus difficile à obtenir souvent. Et donc, c'est là qu'on vous encourage aussi, dans les critères de recherche, à définir une zone géographique très, très, très ciblée, ce qui vous permettra de mettre toute votre énergie à identifier qui sont les occupants, qui sont les propriétaires, aller faire du porte-à-porte dans cette petite région, dans cette petite zone géographique sera vraiment un grand atout. Alors, pour devenir propriétaire ou locataire, c'est un petit peu la croix et la bannière. Donc, c'est pas là que je vais vous mettre du baume au cœur, mais donc la plupart des terrains qui sont vendus ne sont jamais passés sur un site web d'un annonceur. Donc, ce n'est pas en suivant ImoWeb ou le comptoir foncier que vous aurez beaucoup de chances de trouver une terre. Alors, tout d'abord, il n'y a que 1% des terres agricoles qui sont mises en vente chaque année. Donc, le turnover est extrêmement faible. Et ensuite, ce n'est pas parce qu'elle est mise en vente qu'elle est publiée et qu'elle publiquement. Souvent, ce sont des arrangements entre agriculteurs. Et donc, en fait, on n'est même pas au courant de ces ventes. Donc, de nouveau, je reviens, si vous avez une zone géographique bien définie, établissez, tissez des contacts avec les agriculteurs dans cette zone. Ce sera votre meilleure chance de gagner de la crédibilité et leur confiance et d'être mis au courant des éventuelles ventes ou renouvellement de bail à ferme. Voilà. Alors, petite parenthèse sur le bail à ferme, je n'ai pas l'intention maintenant de faire tout un cours sur le bail à ferme, mais c'est quelque chose qui est important de dire quand même. C'est qu'aujourd'hui, ce bail à ferme est de plus en plus décrié par les propriétaires fonciers, et donc il est de plus en plus difficile pour un agriculteur d'obtenir un bail à ferme. Pourquoi? Parce que le bail à ferme se fonde sur 3 piliers, et tous les 3 peuvent ennuyer un propriétaire. Le premier pilier, c'est que le bail à ferme prévoit un plafonnage des montants des fermages. Un fermage, c'est le loyer. Donc, un agriculteur qui dispose d'un bail à ferme paye en général environ 300 € l'hectare par an, à l'année. Ce montant varie en fonction de la zone agricole. Le deuxième pilier du bail à ferme, c'est une durée qui est théoriquement très très longue parce que donc le bail à ferme, normalement, c'est 4 périodes de 9 années, donc on est sur 36 ans, ce qui peut être compliqué pour le propriétaire de s'engager pour 36 ans.
Et le bail à ferme prévoit également des cessions privilégiées. Donc l'agriculteur peut transmettre son bail à ferme à ses enfants, qui redémarrent alors avec un nouveau bail qui part à l'année 0. Et donc c'est reparti pour 36 ans. Donc ce sont des choses qui effraient parfois les propriétaires. Il existe d'autres types de bail à ferme, comme le bail de carrière. Donc il y a différents types de bail à ferme. Le bail de carrière, lui, permet d'évacuer la question de la cession privilégiée. Donc on dit à l'agriculteur, le propriétaire, loue pour la durée de la carrière, et puis c'est fini. À ses 65 ans, l'agriculteur doit remettre le terrain libre d'occupation. Et le troisième grand pilier du bail à ferme, eh bien, c'est la liberté de culture, qui fait beaucoup débat parce qu'elle empêche en fait un propriétaire qui aurait des intentions environnementales ou sociales, elle empêche le propriétaire de mettre n'importe quelconque clause qui limiterait la liberté de culture de l'agriculteur. Donc, on ne peut pas dire dans un bail à ferme, vous ne pouvez pas utiliser du phyto, vous devez vous certifier en bio, ou bien vous devez participer à la vie locale du quartier, organiser un marché toutes les 3 semaines, des choses comme ça. C'est vraiment un contrat qui est très, très, très positif pour l'agriculteur parce qu'il lui donne vraiment toutes les clés en main, toutes les sécurités pour développer son activité. Malheureusement, on remarque aujourd'hui que les propriétaires ne s'y retrouvent plus et donc il y a des réformes qui sont nécessaires. Une première réforme a eu lieu et qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2020 en Wallonie et qui, par exemple, renforce un petit peu les clauses environnementales et donc qui permet à certains propriétaires, notamment les propriétaires publics, de mettre des clauses environnementales, mais c'est encore vraiment un balbutiement. Voilà. Alors, autre chose, ne soyez pas surpris si un agriculteur vous propose, vous demande de payer 10 000 € dans une enveloppe et ensuite il vous donne l'accès à la terre. C'est une pratique tout à fait courante. Alors, de nouveau, prenez contact avec nous, on pourra vous dire si les montants demandés, etc., sont cohérents. Mais en fait, le bail à ferme est une telle sécurité qu'il se monnaie comme un titre de propriété, si vous voulez. Donc, si moi, je suis titulaire d'un bail à ferme, eh bien, je peux dire à quelqu'un qui voudrait démarrer une activité sur ce même terrain, écoute, je renonce à mon bail à ferme, mais tu dois payer les arrière-fumures. Donc, c'est quelque chose de légal entre agriculteurs. Tu dois payer les arrière-fumures. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai pris soin de cette terre, j'ai mis encore du fumier cette année, et donc il y a encore une valeur résiduelle dans la terre. Alors, évidemment, 10 000 € l'hectare, c'est complètement aberrant par rapport à la valeur de cette fumure, mais malheureusement, c'est comme un petit marché qui est également dans une bulle. Voilà pour le chapeau. Je ne vois pas le chat directement, mais si vous avez des questions, posez-les. Et n'hésitez pas alors à me couper aussi. Alors, voilà donc un petit résumé. Donc, la première chose, c'est de bien définir son projet. La deuxième chose, c'est de sélectionner une zone géographique et obtenir une idée des potentialités par une approche cartographique. Donc là, je montrerai quelques outils cartographiques juste après. Rendez-vous sur place, rencontrez les agriculteurs. Ça, c'est le meilleur conseil, vu ce que je viens de vous dire sur le bail à ferme et cette sécurité. La meilleure chose à faire, c'est de rencontrer les agriculteurs. C'est votre meilleure porte d'entrée pour trouver un terrain. Contactez des notaires également qui pourront vous informer des prix en vigueur dans la région. Les notaires aussi sont souvent des agents immobiliers pour les agriculteurs. Donc, il y a beaucoup d'informations qui passent par les notaires et qui ne passent pas ailleurs. Contactez les pouvoirs locaux parce que en région de Bruxelles-Capitale particulièrement, beaucoup de terres sont en propriété publique. N'hésitez pas à aller voir les fabriques d'églises qui sont également de grands propriétaires, tout comme les CPAS. Et alors, voilà, vous pouvez également faire du porte-à-porte. Vous pouvez contacter Terre en Vue. Et donc, le dernier conseil ici, c'est bien sûr d'activer vos réseaux, de faire parler de vous, de faire parler de vous. Voilà, c'est la croix et la bannière. Hein. On est tous conscients de l'accès à la terre en Belgique. Ce n'est pas un monde régulé, mais à force de persuasion, on peut y arriver. Voici ici un camembert qui montre toutes les propriétés publiques en région de Bruxelles-Capitale. Voilà, donc on voit vraiment qu'il y a énormément d'acteurs publics, parapublics qui disposent de terres agricoles. Voilà, la ville de Bruxelles, typiquement, la région, la régie des bâtiments sont de grands propriétaires.
Alors, quelques outils. Ici, je vais aller très très vite parce que l'objectif ici, normalement, c'est de montrer ça en live, mais je ne vais pas le faire maintenant. Donc, vous avez des plateformes comme Brugis. Alors, je note ici, vous pourrez reprendre les slides. Si vous allez dans Brugis, donc ça vous montre une carte de la région, vous allez sous Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, Monuments et Sites, Statut légal, Patrimoine, et vous voyez toutes les zones qui sont au patrimoine. De même, vous pouvez voir toutes les zones qui sont en zone de protection autour du patrimoine. Et il y a toute une série d'informations que vous pouvez tirer de là. Vous pouvez voir tous les sites Natura 2000, que ce soit des habitats ou des sites. Vous pouvez voir évidemment l'affectation complète du PRAS. Donc, quelque part, Brugis, c'était vraiment un outil intéressant pour ben voilà, mettre en perspective tout ce que Catherine vient de dire, en tout cas une partie, et attirer votre attention sur le fait que peut-être que le terrain qui est à côté de chez vous et dont vous rêvez depuis longtemps est en zone constructible, est protégé au patrimoine, etc., etc. Voilà, donc faites vos recherches avec cet outil. En Wallonie, l'équivalent s'appelle Wallon Map et en Flandre, GeoPunt. Il existe un logiciel libre qui s'appelle QGIS qui vous permet de télécharger toute une série de couches et de faire vous-même vos propres analyses si vous êtes un petit peu à l'aise avec l'informatique. Je vais avancer un petit peu. Tac, tac, tac. Alors maintenant, donc, je reviens sur cet aspect, définir ces critères. C'est hyper important que vous ayez des critères très clairs parce que ça va augmenter votre crédibilité. Hein, si vous dites je cherche partout, je veux faire du maraîchage, du verger, de l'élevage, ça m'est complètement égal, tant que j'ai un terrain, c'est pas très crédible. Donc montez votre projet et vous inspirerez plus de crédibilité. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Donc le facilitateur agriculture urbaine, de nouveau, est une très très bonne porte d'entrée. Et ça vous renverra peut-être vers d'autres structures, mais n'hésitez pas. Et alors ici, là, la méthode que nous, on suit et qu'on conseille, c'est la fameuse méthode QQ, c'est occupé, ou coucou, c'est occupé, je ne sais pas trop. Qui, quoi, comment, où, quand, pourquoi. Alors, le qui, finalement, qui sont les porteurs de votre projet? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes plusieurs? Décrivez-vous, expliquez quelle est vraiment votre motivation, etc. Identifiez vos forces et vos faiblesses. Donc, parlez-nous de qui sont les personnes qui portent le projet. Le quoi, quels sont les objectifs que vous donnez pour votre projet? Et quel est l'objectif principal et quels sont les objectifs secondaires éventuellement? Donc, vraiment formuler votre projet. Le pourquoi, et ça c'est hyper important, c'est pourquoi est-ce que vous faites ça finalement? Et donc de nouveau, y répondre vous donnera une certaine persévérance parce que vous aurez un objectif. Et ça vous permettra aussi de mieux déterminer le rôle que vous voulez jouer dans le projet. Donc en permaculture, on parle tout d'abord de la personne et on prend souvent beaucoup de temps pour comprendre quelles sont ses motivations profondes à faire un projet. Et je pense que pour se lancer dans un projet d'agriculture, il faut vraiment être très très au clair avec ses propres motivations au vu de l'énergie qu'on y met par la suite. Voilà, quelle est mon histoire, qu'est-ce qui me motive, quel est le rôle que je me donne dans le projet, quelle responsabilité je me donne dans le projet. On arrive ensuite au comment. Maintenant que je sais quoi et pourquoi, comment est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais faire de la production, de la transformation? Par quel biais je vais commercialiser? Pour quel public je vais viser, etc., etc. De nouveau, donc n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai le texte de ce petit syllabus qui est plein d'exemples, etc. Alors où, hein, donc on y arrive enfin. Maintenant que je sais tout ça, que j'ai toutes mes contraintes, il faut absolument déterminer un périmètre, analyser ce périmètre, éventuellement se faire une petite checklist par rapport à toutes ces contraintes qu'on s'est fixées et trouver le terrain qui correspond à toutes ces checklists. C'est important aussi de se donner une vision dans le temps, sachant que il faut prévoir du temps et plutôt un temps long pour trouver un terrain. Il ne faut pas se dire l'année prochaine j'y trouve un terrain. Il faut se dire dans les 2 ans je trouve un terrain et d'ici là, voilà tout ce que je mets en œuvre pour me donner toutes les chances d'y arriver. Je motive un réseau autour de moi, j'organise des fêtes à des moments clés, etc., etc. Alors pour Terre en Vue, juste un titre d'information, ça ce sont les critères que Terre en Vue vérifie quelque part, évalue chez les projets pour être soutenu par Terre en Vue. Donc si vous trouvez une opportunité d'acquisition et que vous souhaitez être soutenu par Terre en Vue,
ou même c'est juste pour vous aussi, voilà, c'est le fruit de réflexion avec nos agriculteurs. On estime qu'un projet agricole aujourd'hui doit être nourricier, doit être respectueux de l'environnement, doit s'inscrire dans des circuits de proximité, doit avoir une taille humaine, doit être professionnel, viable et surtout transmissible, et doit chercher toujours plus d'autonomie à différents niveaux. Voilà, peut-être d'avoir aussi ces critères-là en tête. Ça vous permettra aussi, en cas de, si vous devez répondre à un appel à projet pour un terrain, etc., ben, mais positionnez-vous par rapport à ces balises et construisez votre narratif là autour. Ce sera a priori très bien perçu par les propriétaires qui partagent les valeurs de Terre en Vue, disons. Oh, oui, ça c'est un mapping des acteurs, mais je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Voilà, donc moi j'arrive à la fin de ma présentation également. Je vais arrêter là. Je vais redonner la main, tout simplement. Je ne sais pas comment faire. Merci Antoine, c'était très, très intéressant. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant. N'hésitez pas à les poser ou à lever la main. On peut tester via le micro. Non, si pas, on vous enverra, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais on vous enverra la présentation de toute façon. Donc là, vous avez toutes les coordonnées de contact. Peut-être qu'il faut que votre projet ou vos projets mûrissent encore un peu. Mais ça va, j'espère, vous donner un maximum de clés et de pistes pour avancer au mieux et pour réussir surtout. Voilà, je ne vois pas de questions arriver. Mais donc, Antoine, Catherine, je vous remercie énormément pour ces présentations très intéressantes. Si on a des questions qui arrivent vers nous, on les transmettra vers vous. On enverra vos présentations. Et voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir passé la soirée avec nous. Je remercie les participants. On vous envoie les présentations dans les jours qui viennent. Et puis, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à participer aux autres activités de cette semaine dédiées à la localisation. Merci beaucoup. À très vite. Bonne soirée. Au revoir.